siège de la Banque africaine de développement à Abidjan, Paul Kabatieba est allé solliciter l'appui de la BAD pour le financement du plan national de développement économique et social. À ce jour, plus de 5 000 milliards de francs CFA sont nécessaires pour la mise en œuvre du PNDS. Les populations de la ville de Kaya se préparent à accueillir les festivités du 11 décembre 2016. Ce matin, elles ont reçu des explications sur le thème de la fête nationale, un thème relatif à la sécurité et au progrès économique et social. Le processus de renouvellement des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso connaîtra son apothéose demain. Le 13 novembre 2016 est la date retenue pour le scrutin dans les 45 provinces du Burkina Faso. Pour parler de l'organisation et des enjeux de ce scrutin, nous recevons dans cette édition M. Bernard Zougouri. Il est le président de la commission d'organisation des élections consulaires. Voilà pour la une de ce 20h. Bonsoir, merci de nous suivre. Le gouvernement burkinabé est à la recherche de 5 000 milliards de francs CFA pour le financement du plan national de développement économique et social. Et c'est la raison qui a conduit le Premier ministre au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan. Paul Kabatieba a invité la BAD à prendre part au financement du PNDS et à la conférence des bailleurs de fonds prévue en début décembre à Paris. De retour d'Abidjan, le reportage de Mathias Drabo et Omar Zambri. Cette poignée de main ferme entre le Premier ministre Paul Kabatieba et Akiwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement BAD, est à l'image des relations entre le gouvernement burkinabé et cette institution financière africaine. Au siège de la BAD, Paul Kabatieba est venu chercher une partie des 5 000 milliards de francs CFA qui représentent 36% des financements du Plan national du développement économique et social, PNDS. Ce que je retiens, c'est, comme je l'ai dit, deux choses. Deux vues partagées sur le diagnostic économique et social du Burkina Faso, et sur les déviés sur lesquels il faut agir pour développer notre pays. Et deuxièmement, un engagement fort de la BAD, la Banque africaine de développement en faveur du Burkina Faso, pour nous aider donc à financer des investissements structurants. En plus du soutien de la BAD, Paul Kabatieba cherche également d'autres sources de financement. Au niveau de notre stratégie de financement, nous allons privilégier ce que les financiers appellent la technique du BOT, Build, Operate and Transfer. Vous construisez, vous exploitez et vous transférez l'État. Donc après les dons, les financements concessionnels, nous allons privilégier donc les PPP. Après les PPP, naturellement, et tous les investissements privés également seront bienvenus au Burkina Faso. Tous ceux qui veulent faire des investissements privés sont bienvenus. Et puis, naturellement, il y a des recours au marché. Pour la réussite de cette mobilisation de fonds, Paul Kabatieba appelle tous les Burkinabés de l'extérieur à y contribuer massivement. Défis sécuritaires et progrès économique et social, c'est autour de ce thème que le 11 décembre, la fête nationale du Burkina Faso sera célébrée cette année. Ce samedi, le thème du 11 décembre 2016 a été expliqué aux populations de Kaya, ville qui doit abriter les festivités. Des explications faites par le ministre en charge de la sécurité qui a invité les populations de Kaya à s'impliquer pour la réussite de la fête nationale. Césaire Carrefour et Zalissa Sanfo. Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. C'est le thème du 11 décembre, décortiqué ici à la population de Kaya. Et c'est le ministre d'État qui préside lui-même à la conférence inaugurale. Pour lui, les populations doivent comprendre et interagir avec les organisateurs pour que l'ambition affichée avec ce thème soit atteinte. C'est pour sensibiliser, conscientiser autour des problèmes de démocratie, problèmes de développement et aux problèmes liés à l'environnement sécuritaire dans lequel nous baignons aujourd'hui. Côté pratique de ce thème, surtout ce qui touche la sécurité, Simon Compaoré rassure. Nous avons organisé le CIAO, nous avons organisé le Tour du Faso. C'est autant de manifestations qui mobilisent beaucoup de monde. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas eu de problème en tant que tel. Et nous pensons que c'est tout au défi que nous devons relever, le défi du 11 décembre 2016. Dieu voulant, ça sera à inscrire dans les mêmes lignes.
Cette conférence inaugurale sur le thème a aussi servi de cadre à Simon Compaoré pour faire une mise au point et de donner les dernières consignes afin que l'organisation soit sans faille. En actualité politique, la Convergence pour la démocratie sociale a tenu un congrès extraordinaire ce samedi à Ouagadougou. À l'ouverture de ce congrès, le CDS a fait sa lecture de la situation sociopolitique au Burkina Faso. Et pour ce parti, les attentes des Burkinabés n'ont pas toujours été comblées depuis l'insurrection populaire de 2014. L'autre point inscrit à l'ordre du jour de ce congrès, c'est le renouvellement des instances dirigeantes du CDS. Le reportage de Ibrahima Sombier et Vincent Tchenderbugo. La gouvernance MPP fait penser à une continuité du régime déchu de Blaise Compaoré. C'est l'analyse faite par la CDS, la Convergence pour la démocratie sociale. Réunie en congrès extraordinaire ce samedi à Ouagadougou, cette formation politique qui fait partie de l'opposition extra-parlementaire estime que la situation nationale est marquée par un malaise grandissant. À l'issue de cette insurrection victorieuse, le slogan qui a été le plus populaire et le plus scandé, c'était que plus rien ne sera comme avant. Il y a donc là l'expression d'attente forte relativement à un certain nombre de dossiers, relativement à la satisfaction des besoins essentiels des populations. Malheureusement, que les attentes des populations, telles que manifestées à l'occasion du mouvement insurrectionnel, attendent toujours d'être satisfaites. Dans le débat récurrent sur le triptyque vérité, justice et réconciliation nationale, la CDS dit accorder la priorité à la réconciliation que le parti présente comme une nécessité urgente. Nous ne faisons pas le plaidoyer pour qu'on fasse l'impasse sur les questions de vérité et de justice. Tel n'est pas notre propos. Nous disons, si par une formule intelligente, nous parvenons à la réconciliation des cœurs, peut-être à ce moment sera-t-il plus facile de traiter les questions judiciaires. Voilà ce que nous disons. Au cours de ce congrès extraordinaire, les militants de la CDS font mener la réflexion sur la démocratie sociale, vocation du parti. Ils feront l'analyse de la situation politique pour dégager leur position avant de procéder au renouvellement de leurs instances. Un renouvellement qui pourrait voir le retour de Valère Sommet, le fondateur de la CDS, dans les instances dirigeantes du parti. La situation nationale a également suscité une réaction du groupe de réflexion démocratique. Les résultats des dernières enquêtes parlementaires, la sécurité, le rôle des organisations de la société civile, voici autant de sujets sur lesquels le groupe de réflexion a donné sa position. Et c'était au cours d'une conférence de presse que ce groupe a animé hier à Ouagadougou. Des précisions avec Siedi Lareyen et Yolande Lompo. Aujourd'hui, le groupe de réflexion démocratique La République sort du simple cadre des réseaux sociaux pour se structurer légalement en un cadre de réflexion et de débat démocratique ouvert à tous les citoyens. Face à la presse, le groupe se livre à un décryptage de la situation sécuritaire et sociopolitique, des enquêtes parlementaires ainsi que du rôle et de la place des OSC dans le nouveau contexte post-insurrectionnel. Qu'autant l'exécutif ou le législatif ne doivent pas s'interférer dans les affaires de la justice, qu'autant aucun parti politique, aucune OSC ne doit mettre la pression sur celle-ci pour mettre en accusation un citoyen burkinabé. C'est dire que la levée de l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale ne relève que du juge, seul habilité à juger de son opportunité en fonction de l'avancée du dossier. Selon eux, la célébration de l'an 2 de l'insurrection a été faite dans une confusion. Et certaines organisations de la société civile réclament la dissolution du gouvernement et la levée de l'immunité parlementaire du président de l'Assemblée nationale. Tout en saluant la naissance du Front républicain bis Coder, le groupe déplore. Cependant, la première déclaration du Coder, qui tend à vouloir marcher sur les cadavres de nos martyrs pour aller à la réconciliation par la formation d'un gouvernement d'union nationale sans vérité et justice. Se réjouissant de la publication des derniers rapports sur le foncier et les mines, les membres du groupe invitent par ailleurs le nouveau Parlement à poursuivre ses enquêtes afin que les biens volés soient récupérés.
Et puis cette brève information sportive avant de continuer. Les étalons du Burkina Faso ont battu cet après-midi les requins du Cap-Vert par le score de 2-0. Ce match qui s'est joué à Praia entre dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Actualité, le processus de renouvellement des membres de la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso connaîtra son apothéose demain, le 13 novembre 2016. est la date retenue pour le scrutin dans les 45 provinces du Burkina Faso. Pour parler de ce scrutin, nous recevons M. Bernard Zougouri. Il est le président de la commission d'organisation des élections consulaires. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, le processus de cette élection a été lancé depuis août et on a assisté à beaucoup de polémiques sur l'organisation de ces élections à la veille de ce scrutin. Est-ce que vous êtes prêt? Merci, madame, de me donner encore une fois de plus l'opportunité de parler des élections consulaires. Effectivement, depuis le 1er août, date de lancement du processus, beaucoup d'actions ont été menées par les commissions qui ont été mises en place par le ministre du Commerce, en charge du commerce. Alors, il y a eu des sorties sur le terrain. Nous avons eu 3 sorties pratiquement. La première sortie au niveau des 45 provinces, c'est pour d'abord demander aux membres, au monde des affaires de s'inscrire. Comment est-ce qu'il faut s'inscrire avec les pièces qu'il faut. Deuxième sortie, c'était pour demander à ceux qui sont candidats, ceux qui veulent se faire candidats, en tout cas donner les éléments nécessaires pour les permettre de s'inscrire comme candidats. Et la troisième sortie, c'est pour indiquer comment il faut voter. Donc c'est pour dire que le processus a été bouclé. Aujourd'hui, nous sommes fin prêts parce que tout le matériel et dispositifs pour les votes sont acheminés dans les provinces. Alors les membres qui ont été formés, les membres des bureaux qui ont été formés par la CENI sont en place et nous, de notre point de vue, nous sommes prêts pour la journée de demain. Et concrètement, comment est-ce que cette journée électorale va se dérouler? Alors, ça va se dérouler comme les élections habituellement que nous connaissons ici. C'est-à-dire que l'ouverture des bureaux à partir de 6 heures, pratiquement dans les 45 provinces, et la fermeture, c'est 18 heures. Après cela, il y aura le dépouillement qui se fera au niveau des différents bureaux et les rapports seront acheminés au siège. Alors, ceux, par contre, qui n'ont pas pu retirer, les candidats les électeurs qui n'ont pas pu retirer les cartes jusqu'à la date d'aujourd'hui, auront la possibilité d'avoir les cartes dans les différents bureaux de vote et pouvoir voter dans de bonnes conditions. Et quels sont les chiffres sur ce scrutin? Alors, les chiffres sur le scrutin, nous avons à la date d'aujourd'hui 11 545 électeurs potentiels. Alors, en tant que les circonscriptions, nous avons dit que la région, c'est la région qui est la circonscription électorale. Donc, ce sont les 13 régions qui ont su les circonscriptions électorales. Et dans les 45 provinces, nous avons un bureau de vote. Au total, nous avons 61 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire, dont 11 bureaux de vote à Ouagadougou et 6 à Bobo-Dioulasso. Et justement, quels sont les enjeux de ce scrutin pour la communauté des affaires? Et c'est une opportunité que la communauté des affaires doit saisir parce que c'est une première dans notre pays. Les élections vont se faire de façon démocratique et chaque acteur aura le choix, en tout cas choisira librement et la personne, en tout cas qu'il souhaite avoir devant pour défendre ses intérêts. Alors, pour le monde des affaires, c'est d'abord relancer l'économie parce qu'aujourd'hui, nous avons le PNDS qui est là, le secteur privé est fortement attendu. Alors que la délégation spéciale que nous avons connue depuis l'insurrection jusqu'à maintenant était très limitée dans ses prises de décision, si bien qu'il y a un certain nombre de programmes, un certain nombre d'investissements qui sont restés en veilleuse. Donc c'est une occasion pour le monde des affaires d'avoir des élus, un président élu, et de pouvoir relancer les activités dans de très bonnes conditions. Alors, M. Zougouri, on sait que généralement dans une élection, le souci majeur, c'est la transparence. Tout à fait. Et quelle garantie vous pouvez donner quant à la transparence de ce scrutin-là? Depuis le début, nous avons joué cette carte de transparence. Lorsque les inscriptions ont été faites sur les listes électorales, les résultats provisoires ont été affichés et on a permis à ceux qui ne sont pas d'accord avec les résultats de contester, ce qui a été fait. Même les candidatures également, nous avons permis à ceux qui ne sont pas d'accord avec le travail qui a été fait par les commissions de contester. Et du reste, les commissions qui ont travaillé sur ces dossiers, les 2 commissions sont composées pratiquement de personnes ressources de plusieurs départements, dont le département en charge de la sécurité, le département en charge de l'administration territoriale,
Et bien sûr, c'est le même département, le département en charge de la justice, le département en charge du commerce qui assure la présidence. En plus de ces 3 départements, nous avons la CENI qui est pratiquement le bras armé qui a travaillé de bout en bout sur les dossiers avec les différentes commissions. Et en plus de la CENI également, nous avons les représentants du monde des affaires, puisque la Chambre de commerce a couvre 3 catégories professionnelles. Nous avons l'industrie, les services et puis le commerce. Donc chaque catégorie est représentée. Donc c'est pour dire que nous avons travaillé avec tout le monde de la transparence. Et avec ce scrutin aussi, nous avons permis à ceux qui veulent avoir des observateurs dans les bureaux de vote de pouvoir, en tout cas, participer, assister à ces élections de bout en bout jusqu'au dépouillement. D'accord, on va terminer très rapidement par un message peut-être à l'endroit des électeurs de demain. Oui, tout à fait. À l'endroit des électeurs, je les inviterai vraiment de sortir massivement. S'ils ont accepté de s'inscrire sur les listes, en tout cas, nous les invitons à sortir massivement pour voter. Et aussi, il y a un dispositif sécuritaire qui a été mis en place. On les demande de respecter ce dispositif, de respecter les consignes qui seront données par la sécurité. Et je pense que toutes les dispositions ont été prises pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup, M. Bernard Zougri, pour toutes ces informations. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevions le président de la commission d'organisation des élections consulaires, un scrutin prévu demain dimanche dans toutes les 45 provinces du Burkina Faso. Suite de cette édition, des acquis, mais aussi des insuffisances et des leçons à tirer, c'est ce qu'il faut retenir de la mise en œuvre de la gratuité des soins dans les districts sanitaires du Burkina Faso à ce jour. La direction des établissements sanitaires a fait le bilan de cette mesure gouvernementale au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Et selon cette direction, 6 millions d'actes gratuits ont été offerts aux populations ciblées par cette mesure. Kwale Nebié et Oumou Sissé. Les participants à cette rencontre sont tous unanimes. La mesure de gratuité des soins est effective dans tous les districts sanitaires depuis 6 mois. Et ce sont environ 6 millions d'actes gratuits qui ont été offerts aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les ONG avec lesquelles nous avons contracté, qui sont allés sur le terrain, au niveau des centres de santé de promotion sociale, au niveau des centres médicaux avec antenne chirurgicale, au niveau des centres hospitaliers régionaux, au niveau même des villages, au niveau communautaire. Ce sont ces ONG qui sont indépendantes, qui nous disent que la gratuité est effective. Malgré ces motifs de satisfaction, des insuffisances sont constatées sur le terrain. En termes de disponibilité du médicament, mais nous travaillons véritablement à ce que nous puissions régler cette question. Il y a aussi des problèmes en termes de disponibilité des outils de gestion. Là aussi, les dispositions sont en train d'être prises pour rendre disponibles ces outils pour améliorer la prise en charge. En dehors de ça, dans les discussions, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait que nous mettions davantage l'accent sur la qualité des soins parce que gratuité des soins ne doit pas rimer avec baisse de la qualité des soins. La crise qui secoue la CAMEC impacte négativement la mise en œuvre de la mesure. Mais des dispositions sont prises pour qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments dans les structures sanitaires, selon le secrétaire général du ministère de la Santé. Et pour permettre aux différentes cibles de toujours bénéficier de soins adéquats, le ministère compte travailler avec les cliniques privées confessionnelles. Prenons à présent les nouvelles de la COP22 qui bat son plein à Marrakech au Maroc. Près d'une semaine après le début des négociations, les différents groupes s'activent à trouver un terrain d'entente avant l'arrivée des chefs d'État. Et selon les représentants du Burkina Faso, les négociations avancent au sein du groupe de contact Afrique. Seul bémol, les négociateurs ne s'accordent pas sur les questions de financement et de partage des technologies. Le point avec nos envoyés spéciaux, Issa Kafando et Pascal Kani. Qui financera la mise en œuvre de l'accord de Paris? Près d'une semaine après l'ouverture officielle des négociations à Marrakech, cette question essentielle a du mal à trouver une réponse. Étienne Do Traoré et Joël Kougaïré participent avec d'autres Burkinabés aux négociations. Ils affirment que les groupes de contact disposent déjà d'un projet de déclaration à soumettre au chef d'État. Mais le nerf de la guerre pose toujours problème. Que ce soit dans le financement de l'adaptation, le financement des technologies et autres, les pays développés qui doivent assister financièrement les pays vulnérables hésitent. Voilà, donc c'est ça qui crée un peu beaucoup de difficultés dans ces négociations. La tâche est d'autant plus difficile que les décisions à la COP se prennent par consensus.
C'est donc un choc d'intérêts d'États, de continents et de groupes d'influence. Alors que les pays les moins avancés réclament le partage de technologies, ceux qui en possèdent veulent des contreparties. Il en a de même sur les sources de financement. Il y a ce qu'on appelle les règles de comptabilisation. C'est-à-dire que il faut qu'on sache ce qui est considéré comme étant un appui financier. Est-ce que l'aide publique au développement doit être considérée comme un appui financier allant dans le cadre du climat? Ça, c'est une question. Et nous, pays en voie de développement, donc, nous sommes vraiment très regardants là-dessus, afin que toutes sortes d'aides ne soient pas considérées forcément comme étant une aide allant dans le sens donc, du financement climat. Mais ces contradictions ne semblent pas étonner. L'accord de Paris a été arraché après 5 ans de négociations. Tous espèrent donc que Marrakech, baptisé COP de l'action, verra au moins un début de mise en œuvre de cet accord. Dans l'actualité également, la justice burkinabé se rapproche des justiciables de la province du Kouritenga. Koupela est désormais doté d'un tribunal de grande instance et d'une maison d'arrêt et de correction. Les deux infrastructures ont été inaugurées hier. À l'occasion, les premiers responsables de ces administrations judiciaires ont été installés. On voit cela avec Césaire Carfo et Maïmouna Traouri. Un tribunal de grande instance et une maison d'arrêt et de correction à Koupela. La justice se rapproche de la population de la province du Kouritenga qui était obligée de se rendre à Tinkodgo à plus de 50 km pour s'offrir les services judiciaires. Ça va également permettre de désengorger, comme on l'a dit, le tribunal de grande instance de Tinkodgo, qui est la troisième juridiction en termes de travail. Et ça va alléger, non seulement permettre à ceux qui sont à Tinkodgo d'avoir moins de travail, puisque tous ceux qui, relevant de la province du Kouritenga, allaient là-bas seront ici. Il lancerait ainsi pour la garde de sécurité pénitentiaire aussi, parce que les personnes en détention qui relèvent de la compétence de cette juridiction vont être déférés ici. Et même ceux qui sont actuellement à Tinkodgo, la loi nous donne 3 mois pour tout réaliser. Ces deux magistrats, le président du tribunal de grande instance et le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Koupela, sont chargés de dire le droit dans cette province. Nous allons souhaiter que la population donc, du Kouritenga puisse s'approprier de ces locaux, donc, de cette justice qui est venue donc, la leur, pouvoir donc solliciter les services, pouvoir donc régler les différends qui vont résulter entre elles et donc en ayant recours au droit. Et pour la mise en œuvre de la politique pénitentiaire, la population peut compter sur ce garde de sécurité pénitentiaire. C'est une nouvelle maison d'arrêt et le fonctionnement est un peu différent qu'une maison d'arrêt qui existait déjà et qui avait déjà été gérée. Ici, on doit tout recommencer et c'est nous, on doit mettre tout en place ici. Donc nous sommes les pionniers. Notre efficacité déterminera également ce qu'on attend aussi. Le tribunal de grande instance de Koupela a une compétence générale sur les matières civiles, pénales et administratives relevant de son ressort territorial. L'ouverture de cette juridiction porte à 25 le nombre de tribunaux de grande instance et de maisons d'arrêt et de correction au Burkina Faso. Les gendarmes et les policiers sont des acteurs dont le travail peut contribuer à la promotion des droits de la femme. Encore faut-il qu'ils maîtrisent les instruments juridiques relatifs aux droits de la femme et c'est tout le sens d'une formation organisée au profit d'une vingtaine de gendarmes et de policiers. La formation débutée le 9 novembre dernier à Kourgou s'est achevée ce samedi même. Siedi Lareyen et Oumou Sissé. Exposés et débats autour des violences faites aux jeunes filles et aux femmes. Nous sommes ici à Koudougou lors de la formation des acteurs juridiques sur les instruments juridiques relatifs aux droits de la femme. Des droits regroupés en 5 catégories et qui sont les droits civils, économiques, sociaux, culturels et politiques. On s'est rendu compte qu'au niveau national, tous les textes, depuis la Constitution jusqu'au Code, aux lois, ne font pas de discrimination basée sur le sexe. C'est seulement l'application qui pose problème. Les acteurs judiciaires, dans l'exercice de leurs fonctions, rencontrent de nombreux cas de violences faites aux femmes. Et cette formation est la bienvenue et permettra de corriger les insuffisances. Si une femme victime de violence arrive, pour l'accueil, c'est un peu difficile puisque ce n'est pas la même manière que quelqu'un qui vient comme ça pour porter plainte. Nous allons avoir plus d'attention envers cette dernière
voilà, pour qu'elle soit rassurée. Cette session de formation des acteurs judiciaires sur les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de la femme est organisée par l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Une association qui lutte pour la promotion du droit et contre toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Cap à présent sur Bobo-Dioulasso pour faire un constat sur les travaux d'aménagement des voiries de cette ville. Ce constat a été fait jeudi dernier par une équipe gouvernementale conduite par le ministre d'État Simon Compaoré. Ces travaux s'exécutent principalement au niveau des quartiers périphériques de Bobo-Dioulasso. Les riverains, eux, n'attendent que la fin de ces travaux, qui sera également la fin de leur calvaire en termes de mobilité. Betty Nao et Karim Sissi. Nous sommes au secteur 30 de l'arrondissement 2 de Bobo-Dioulasso, un secteur périphérique de la ville de Sia où la circulation n'est pas du tout aisée eu égard à l'état des voies. Cette situation ne serait bientôt qu'un vieux souvenir avec le démarrage des travaux d'ouverture et d'aménagement des voiries. L'idéal serait de pouvoir apporter le bitume, mais dans un premier temps, si nous arrivons à recharger toutes ces voies, si nous arrivons à esquisser des débuts de canalisation pour permettre un bon écoulement des eaux pluviales, je crois que nous allons faciliter la mobilité et le rendre un peu plus agréable, le cadre de vie de ces populations-là. Il est prévu la viabilisation de 50 km de route à Bobo-Dioulasso. Sur le terrain, les travaux avancent normalement. Il y avait 50 km de voiries qui avaient été de traitement de voiries qui avaient été prévus au départ. Mais il se trouve que les réalités du terrain sont tout autre chose. Et ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à quelque chose de 7 km de voies traitées. Pour les riverains, c'est un ouf de soulagement. La voie là est en réflexion. Je suis content. Mais il faut aussi réaliser des caniveaux pour faciliter l'évacuation des eaux de pluie. S'ils arrivent à faire cela, ça va nous soulager. À noter que cette opération entre dans le cadre du programme de viabilisation des quartiers nouvellement lotis. On reste dans la ville de Sia pour dire que la somme de 530 millions de francs CFA est nécessaire pour la réhabilitation de la mosquée de Dioulasso-Ba. Le ministère de la Culture lance un appel à contribution pour mobiliser cette somme. Et pour donner le temps, ce ministère a débloqué la somme de 150 millions de francs CFA pour la réfection de la mosquée de Dioulasso-Ba. L'appel à contribution a été lancé le mercredi dernier à Bobo-Dioulasso. Lamine Karantao, Kadouro Menki. Il faut sauver la mosquée de Dioulasso-Ba de l'usure du temps. C'est le cri de cœur lancé par le ministère en charge de la culture en vue de mobiliser les fonds nécessaires à la réhabilitation de cette mosquée. Environ 530 millions de francs CFA seront nécessaires pour offrir ce nouveau visage à l'édifice. Effectivement, nous profitons de vos micros, de vos plumes, de vos caméras pour effectivement lancer cet appel à l'intention de tous les généreux donateurs. On n'exclut personne. De l'écolier jusqu'au professeur d'université, en passant par monsieur tout le monde, c'est un patrimoine culturel national, continental et même disons donc international. Un nouveau visage qui, même sur papier, accroche plus d'un. Pour la communauté musulmane de Bobo-Dioulasso, c'est un honneur de prendre part à la réhabilitation de la mosquée. Les anciens ont construit cette mosquée. Nous n'avons pas eu cette chance-là de participer à sa construction. S'il faut réhabiliter l'édifice, c'est un honneur pour nous, une source de grâce. Donc chacun devrait s'impliquer. Le ministère en charge de la culture y a contribué à hauteur de 150 millions de francs CFA. Mieux, le ministère mène le plaidoyer pour que la mosquée de Dioulasso-Ba soit reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Retour à Ouagadougou où la promotion de l'élevage avicole traditionnel est en question. Le débat se mène au cours d'une rencontre initiée par le groupe de réflexion sur la volaille traditionnelle. Elle devra déboucher sur des solutions afin de mieux développer ce secteur, ce qui permettra également aux producteurs de mieux tirer profit de leur activité. Issaka Ouedraogo et Solange Guigma.
La problématique de l'essor de l'aviculture villageoise au centre des discussions de ce groupe de réflexion sur la volaille traditionnelle appelée Task Force. Un comité ad hoc mis en place par le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA en vue d'élaborer des stratégies et des plans d'action à même de relever les défis actuels de la filière. La population est en train de s'accroître. Nous avons l'urbanisation qui fait que les gens consomment beaucoup de viande, par exemple de volaille. Donc, nous avons quand même un défi majeur, qui est de résoudre cette équation, l'équation de voir comment l'offre peut satisfaire la demande. Le groupe de réflexion qu'on a mis en place, qui est la Task Force, aura comme tâche de réfléchir pour voir comment on peut aplanir ces difficultés-là, qui sont d'ordre technique, d'ordre organisationnel. L'aviculture traditionnelle est pratiquée par près de 86% des populations rurales au Burkina. Elle constitue un levier pour la croissance économique et un outil de lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, d'où le soutien de la Banque mondiale. Nous pouvons créer des milliers d'emplois en développant le secteur de la volaille traditionnelle. Également, vous savez qu'en situation de crise, la volaille, c'est l'épargne du pauvre. C'est là-bas qu'il va prélever pour pouvoir résoudre ses besoins. Cette deuxième réunion de la Task Force se veut une rencontre de partage d'expériences et de propositions d'orientation susceptibles de booster durablement la filière volaille locale. En sport, les sélections se poursuivent au sein des différentes fédérations burkinabè. Dans le domaine de la lutte traditionnelle, Pierre Badziel est élu à la tête de la fédération burkinabè de cette discipline. Il s'agit en réalité d'un plébiscite puisqu'il était le seul candidat en course pour cette élection. Le reportage de Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. C'est fait. Pierre Badziel présidera aux destinées de la lutte traditionnelle au Burkina durant les 4 années à venir. L'Assemblée générale élective tenue ce samedi 12 novembre l'a même plébiscité. 100% de voix pour son programme. La lutte continue. Il faut que sur le plan national, au lieu que ce soit de 15 provinces qui participent au championnat, que nous puissions avoir au moins 25 à 30 provinces qui participent au championnat. Qu'au niveau international, que nous puissions bousculer la hiérarchie, et j'y tiens. La hiérarchie Sénégal-Niger, Nigeria, il faut que le Burkina s'insère dans cette hiérarchie-là, soit au peloton de tête au niveau international. La lutte continue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que nous ne sommes pas devant le Sénégal, tant que nous ne sommes pas devant le Niger, la lutte doit continuer et on doit persévérer. Je suis content de l'ambiance que nous avons pu vivre et où on sent que les acteurs ont été bien préparés. Qu'ils se sont bien organisés et ils nous ont montré quand même un modèle de démocratie, de choix de leurs dirigeants comme on voudrait le voir. À la tête d'un bureau de 15 membres, le nouveau président veut faire de la lutte traditionnelle une discipline majeure dans notre pays, afin de défendre vaillamment les couleurs du Burkina dans les compétitions régionales et internationales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée de samedi en compagnie de la RTV.